Dans la presse, avec Hélène Frade, comme chaque matin. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Et à la une de la presse, cette vague de chaleur, chaleur extrême en Europe, touchée par des températures records de la France à l'Espagne en passant par la Grèce. Des dizaines de millions de personnes étouffant sous une chaleur dangereuse. Le Financial Times cite, Damien, le constat des scientifiques. Les dômes de chaleur et les événements atmosphériques connexes à l'origine des phénomènes météo extrêmes ont presque triplé en intensité et en durée depuis les années 50 à travers la planète. Au Portugal, le Diário de Notícias annonce un record de chaleur atteint hier dans le centre du pays, 46,6 degrés, soit la température la plus élevée jamais enregistrée pour un mois de juin. Record battu également en Espagne, en Andalousie, avec 46 degrés, c'est presque 1 degré de plus que le précédent record établi à Séville en juin 1965, d'après El País. Et la France, vous l'avez dit, n'est pas épargnée, avec 84 départements placés en vigilance orange canicule aujourd'hui, et là encore, c'est du jamais vu, d'après le Courrier Picard. Impossible toutefois pour des millions de Français de trouver un peu de fraîcheur chez eux. Libération revient sur le problème des bouilloires thermiques, ces logements inadaptés aux fortes chaleurs. Le quotidien regrette que la prise de conscience écologique ne cesse de reculer, alors même que les conséquences du réchauffement climatique nous étouffent littéralement. Le journal Damien cite plusieurs retours en arrière, comme la fin des zones dites de faible émission ou la loi du plomb qui torpille toutes les normes jugées trop contraignantes par les agriculteurs et qui sera d'ailleurs examinée à partir d'aujourd'hui au Parlement. Voilà, cette loi du plomb, on en parlera tout à l'heure dans le journal de 8h avec notre invité, le chercheur Marc Billot, spécialiste notamment de l'impact des pesticides sur les risques de cancer. En Iran, cette fois, Hélène, le pouvoir durcit la répression après l'offensive israélienne et américaine, sous prétexte de chasse aux espions. À l'Orient le jour, le quotidien libanais parle de centaines d'arrestations après la mise au jour de l'infiltration par le Mossad, les services secrets israéliens des plus hautes sphères du pouvoir, une faille sécuritaire qui nourrit la paranoïa du régime. D'après le site d'opposition iranien Iran Wire, les ressortissants étrangers seraient particulièrement visés. Des dizaines de migrants de nationalité afghane, irakienne et indienne ont été arrêtés, accusés d'espionnage pour Israël ou de sabotage. Le régime iranien dont des responsables soutiennent que les frappes américaines ont finalement été moins dévastatrices que prévu. Oui, le Washington Post, le quotidien américain, fait état, Damien, de l'interception de conversations entre plusieurs hauts responsables iraniens, offrant une image plus complexe, je cite, que celle transmise par le président Trump, qui assure, on le sait, que l'opération américaine contre l'Iran a complètement et totalement anéanti le programme nucléaire iranien. Le Washington Post, Damien, qui revient aussi sur une autre conséquence, beaucoup moins médiatisée, celle-là de la politique étrangère de l'administration Trump, les coupes budgétaires de l'USAID, l'aide étrangère américaine, dont l'impact a été immédiat et mortel au Soudan, théâtre de la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU. Le quotidien cite des médecins et des responsables humanitaires qui rappellent la nécessité absolue de fournir de la nourriture aux affamés et des soins médicaux aux malades, alors que personne, pour le moment, n'a comblé le vide laissé par Washington, pas même les pays européens qui ont eux aussi réduit leur financement de l'aide internationale ou ont annoncé leur intention de le faire. Hélène, on le disait dans le journal, en Algérie, un tribunal de Kabylie a donc condamné hier un journaliste sportif français à 7 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme notamment. Pigiste régulier pour le magazine SoFoot, Christophe Glaise, que vous voyez ici à côté de moi, a beaucoup travaillé sur le foot africain. Et c'est cette passion qui l'avait conduit en Algérie, d'après son magazine, qui indique que ce journaliste était retenu depuis plus d'1 an déjà en Algérie. SoFoot rejette des accusations, je cite, sans fondement et totalement réfutées, dû au fait que son journaliste avait eu des contacts en 2015 et en 2017 avec le club de foot de Tizi Ouzou.
dont l'un des responsables est aussi en charge du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, hein, qui est classé organisation terroriste par les autorités algériennes depuis 2021. Le Monde qui évoque une situation, une condamnation ubuesque, raconte que SoFoot n'a pas médiatisé cette affaire pour ne pas envenimer la situation, alors que les relations entre Paris et Alger n'ont cessé de se dégrader tout au long de l'année 2024 à cause de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental par la France, puis de l'arrestation de Boualem Sansal en novembre. Hasard du calendrier, sans doute, la Cour d'appel d'Alger doit d'ailleurs rendre demain son arrêt concernant l'écrivain franco-algérien. En France, la proposition de loi sur la réforme de l'audiovisuel public arrive à l'Assemblée aujourd'hui après plusieurs reports, Hélène. Et ce texte défendu par la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui entend le faire advenir coûte que coûte, selon la Croix, est qualifié par le quotidien catholique de serpent de mer. Le journal rappelle qu'un certain Emmanuel Macron avait déjà inscrit cette réforme dans son programme de 2017, reprenant d'ailleurs à l'époque à son compte une proposition de Nicolas Sarkozy, appelant à la création d'une BBC à la française. L'initiative, en tout cas, est très critiquée, vous l'avez dit, à gauche, comme par exemple, par Mediapart, qui dénonce un projet politique associé, je cite, à une casse sociale, à une reprise en main politique et un cadeau fait au secteur privé. Pour le quotidien communiste L'Humanité, la réforme portée par le gouvernement représente, je cite toujours, un péril démocratique de tout premier ordre, une tentation de reprise en main politique sous couvert de rationalisation et de pilotage stratégique. Un mot de foot pour finir, Hélène. Du foot et encore une victoire donc pour le PSG en Coupe du Monde des clubs. Oui, en dispersant l'Inter de Miami, les Parisiens, 4-0 hein, tout de même, ont infligé, dixit l'équipe, une leçon à leurs anciens coéquipiers et se sont donc facilement qualifiés pour les quarts de finale où ils affronteront soit le Bayern, soit Flamengo. Mais qui arrêtera donc les Parisiens? Personne, on l'espère. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse.